Alors bonjour à tous, ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence autour de la thérapie fondée sur la compassion. On est vraiment très heureux d'accueillir Marine Poxic, qui est maître de conférence en psychologie clinique à l'Université Savoie-Mont-Blanc, qui est spécialiste de cette approche et qui a coécrit un livre, notamment avec Francis Guézen, sur la thérapie fondée sur la compassion. Et donc, elle va pouvoir vous présenter plus en détail cette approche et ensuite répondre à vos questions. Merci beaucoup, Marine. Merci. Alors, aujourd'hui, donc effectivement, notre propos va tourner autour de la thérapie fondée sur la compassion. Et l'aspect que je voulais aborder, en fait, qui va nous éclairer aussi sur pourquoi est-ce que cette approche psychothérapeutique peut nous être utile et peut nous aider, c'est notamment parce qu'elle va nous permettre de développer ou de consolider un sentiment de sécurité interne. Donc on va parler un petit peu de ce sentiment de sécurité interne ou sentiment de sécurité psychologique. Alors, cette présentation, c'est le reflet aussi des travaux que je mène actuellement, donc, qui sont assez récents en fait, avec notamment deux étudiantes, donc Magali Dargent et puis Johanna Périssin, qui travaillent sur ces sujets-là avec moi dans le cadre de leur mémoire d'études, mais qui sont nés aussi d'observations cliniques. Donc, avant d'être chercheuse, j'étais aussi psychologue clinicienne et j'observais en fait chez les patients que j'accompagnais que pour beaucoup d'entre eux, on pouvait observer des manifestations symptomatiques en fait d'insécurité. Donc, qui pouvaient prendre plusieurs formes. Ça pouvait être des pensées, des émotions ou aussi des sensations physiologiques ramenant à des états de stress, d'anxiété, de peur, etc. Donc, je me suis un petit peu intéressée à ça, et c'est vrai que dans le domaine de la psychologie clinique, c'est un terme qu'on peut évoquer en fait assez fréquemment. Mais si on regarde dans la littérature, on va dire scientifique, il n'y a pas vraiment de définition consensuelle en fait entre chercheurs et cliniciens sur ce que c'est ce sentiment de sécurité psychologique et comment est-ce qu'on peut le définir ou le modéliser. Qu'est-ce qui constitue en fait ce sentiment de sécurité psychologique ? Donc, voilà un petit peu ce qui m'a amené à vouloir bosser sur cette thématique. Et alors là, j'ai parlé de mon expérience en clinique, mais en fait, si on regarde, on est tous concernés à un moment dans notre journée ou un moment dans notre semaine ou dans notre vie à des expériences, alors cognitives, émotionnelles ou physiologiques de ce sentiment d'insécurité. J'avais questionné dans ce sens-là des étudiants que j'avais en cours, donc c'était en début d'année, sur quelles sont les pensées qu'ils peuvent avoir qui leur font penser qu'ils se sentent parfois en insécurité. Et donc, je vous ai mis des petits extraits ici. Donc, ces pensées assez difficiles quand on les lit. Et on voit qu'il y a des pensées qui sont dans une dimension vraiment négative, en fait, où on voit beaucoup de critiques vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc, par exemple, je suis une incapable, je ne sers à rien, je suis une merde, je suis ennuyante. Donc, des pensées négatives, critiques, mais aussi avec de fortes exigences et attentes vis-à-vis de ses propres compétences. Donc, par exemple, je pourrais être meilleure, je suis nulle, je vais rater ma L1, je suis un boulet, etc. Puis, on voit aussi qu'il y a des pensées plutôt négatives par rapport au regard d'autrui. Donc, par exemple, si on ne m'aime pas, c'est forcément moi le problème, je ne mérite pas ma place ici, je ne mérite pas d'être aimée. Donc toutes ces pensées, elles sont présentes et elles vont amener des réactions émotionnelles et du coup physiologiques aussi qui peuvent être inconfortables. Donc ça peut être une des formes, on va dire, de sentiment d'insécurité psychologique. Alors, quand on regarde un petit peu dans la littérature pour définir ce que c'est le sentiment de sécurité psychologique, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés plutôt dans le domaine du travail, et donc dans la psycho du travail et des organisations. Et eux, ils ont défini ce sentiment-là comme le sentiment de pouvoir s'engager dans des nouvelles expériences ou dans des activités pour accomplir des buts, des objectifs, sans craindre forcément de faire une expérience de honte, d'embarras ou de ridicule. Donc finalement, pour eux, ce sentiment de sécurité psychologique, c'est un sentiment qui va me permettre de m'engager et de poursuivre des choses qui sont importantes pour moi, sans craindre de faire une expérience qui soit désagréable ou inconfortable.
Alors, on peut définir ce sentiment de sécurité psychologique dans 2 dimensions. Donc, on peut voir qu'il y a une dimension intrapersonnelle, donc qui va s'inscrire dans la relation que j'entretiens avec moi-même, mais aussi dans une dimension interpersonnelle, donc dans la relation que j'entretiens avec les autres. Comment est-ce que j'imagine que les autres pensent à moi ou me perçoivent finalement dans la réalité ? Et puis il y a un autre chercheur aussi qui s'appelle John Holmes, qui est un Canadien, et qui a commencé à évoquer, donc dans les années 2000, l'existence d'une zone de sécurité interne auquel l'individu pourrait se référer et qu'il pourrait activer en fait en cas de besoin, et qui lui permettrait de générer des pensées aidantes, réconfortantes, bienveillantes, mais également de mettre en place des stratégies de régulation émotionnelle qui vont être fonctionnelles pour l'aider à réguler ses émotions. Alors, c'est assez cohérent, on va dire, avec des travaux plus anciens. Et donc là, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc, les travaux de John Bowlby. Donc, John Bowlby, qui était psychiatre et qui s'est intéressé à ça dans les années 50 à peu près. Donc, lui, son objectif dans ses travaux à John Bowlby, c'était de comprendre en fait pourquoi est-ce que lorsque les nourrissons naissent, ils sont instinctivement, on va dire, attachés à leur figure d'attachement, donc leurs parents en général. Donc il a observé beaucoup de comportements de nourrissons, et au cours de ses recherches, il a pu observer que les nourrissons, effectivement, eh bien, ils vont rechercher la proximité avec leur figure d'attachement. Donc ils vont chercher à rester à une distance, voilà, pas trop éloignée de leur figure d'attachement. Ils vont aussi chercher du réconfort. Donc à chaque fois en fait qu'ils vont manifester des signes d'inconfort, par exemple sur le plan émotionnel, donc ils vont se sentir dans un état de détresse, ils vont se rapprocher de leur figure d'attachement pour avoir de l'apaisement et pour avoir du réconfort. Donc en fait, les figures d'attachement, elles font office en fait de stratégie de régulation pour que l'enfant puisse réguler ses états émotionnels. Ce qui va lui permettre, au fur et à mesure, de comprendre que c'est OK en fait de vivre certaines émotions et que les autres sont là aussi pour l'aider ou l'accompagner lorsqu'il se sent dans une situation un peu menaçante. Donc il va en fait, au fur et à mesure, intégrer, comme internaliser un sentiment de sécurité interne. Alors, pour John Bowlby, lui, en fait, on naît avec ce qu'il va appeler un système psychobiologique inné, donc un système comportemental d'attachement qui va nous pousser du coup à chercher, à trouver cette proximité, ce réconfort et ce sentiment de sécurité psychologique. Donc, toutes les expériences qu'on va faire durant notre enfance, mais on verra que en fait tout au long de notre vie, ça va avoir une importance. Donc toutes ces expériences, elles vont, lorsqu'elles répondent à nos besoins, elles vont nous permettre de commencer à internaliser ce sentiment de sécurité psychologique. Alors, lorsque on a des expériences, on va dire, qui répondent à nos besoins, on va pouvoir commencer à construire un petit peu cette zone de sécurité interne, qui va nous permettre d'adopter, de construire des croyances, des représentations positives vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ses compétences, ou encore vis-à-vis de sa capacité à faire face lorsque on est en difficulté. Donc, je réussirai la prochaine fois, je peux y arriver, ce n'est pas grave. Donc là, on est dans cette dimension interpersonnelle. Et puis, toutes ces expériences vont aussi nous permettre de construire des représentations concernant la disponibilité, la réactivité des personnes qui nous entourent. Donc ça, c'est l'aspect plutôt interpersonnel. Et donc, lorsqu'on internalise un petit peu ce sentiment de sécurité, en général, on a aussi des croyances, des perceptions positives d'autrui. Et on peut s'appuyer en fait sur autrui pour nous aider à réguler nos émotions et pour nous aider à faire face. Donc, on va être aussi plus dans la collaboration en fait. Et donc là, on va avoir du coup des représentations et des pensées positives par rapport au comportement ou à l'intention que autrui pourrait avoir envers moi. Donc,
finalement, si on résume un petit peu la construction de ce sentiment de sécurité psychologique, en tout cas dans les travaux de John Bowlby, bien la proximité puis la réactivité de nos figures d'attachement, donc encore une fois, ça peut être nos parents, mais ça peut être aussi d'autres figures proches, donc en tout cas des figures qui s'occupent de l'enfant. Lorsqu'elles vont être disponibles et réactives, bien l'enfant va commencer à construire des représentations mentales positives vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis d'autrui. Ce qui va commencer à intégrer, c'est que finalement, lorsque il se sent menacé, donc lorsqu'il exprime aussi ses émotions, les autres sont là pour l'aider, pour le réguler. Donc il va adopter une meilleure expression de ses émotions et plus globalement, en fait, une meilleure gestion de ses émotions. Donc une régulation émotionnelle aussi qui va être plus fonctionnelle, plus efficace. En régulant ses émotions, il va pouvoir continuer d'explorer, de faire de nouvelles expériences, ce qui va lui permettre de faire aussi de nouveaux apprentissages au cours de sa vie. Et donc là, on a le développement et l'internalisation d'un sentiment de sécurité psychologique. À l'inverse, lorsque nos figures d'attachement, elles sont pas forcément disponible ou en tout cas pas disponible tout le temps. Donc il y a une forme aussi d'instabilité. Bien le nourrisson, l'enfant peut adopter cette fois-ci des représentations un peu plus négatives vis-à-vis de lui-même, de ses émotions, de la perception du danger, de sa capacité à faire face et va donc adopter également plus de difficultés pour exprimer ses émotions et plus globalement pour réguler ses émotions. Donc, ce qui va concourir en fait à un état de souffrance, ce qui peut mener donc à des formes d'anxiété ou d'évitement que l'on va retrouver dans ce sentiment d'insécurité psychologique. Alors, ce schéma qui est assez simplifié en fait de comment est-ce que ce sentiment d'insécurité va se développer, il s'inscrit sur plusieurs travaux. Donc, par exemple, il y a une étude longitudinale qui est assez récente, qui date de 2020, qui s'est intéressée justement à suivre des nourrissons qui avaient entre 12 et 18 mois, d'évaluer un petit peu le type de relations qu'ils avaient avec leur figure d'attachement, donc pour savoir si c'était des relations plutôt sécures ou plutôt de type insécure. Et ils les ont suivis jusqu'à l'âge adulte, donc jusqu'à 20-35 ans. Et ils ont évalué à cet âge-là leurs compétences en matière de gestion des émotions, en matière de régulation émotionnelle. Et ce qu'ils ont montré, c'est que, les résultats en tout cas montrent que les nourrissons qui ont eu un attachement plutôt insécure ont tendance à montrer plus de signes d'évitement émotionnel lorsqu'ils sont plus âgés et ont tendance à utiliser aussi des stratégies de régulation émotionnelle plus dysfonctionnelles telles que la suppression. Donc essayer en fait de supprimer l'émotion ressentie, ce qui est difficile voire même impossible finalement. Donc ce qui va en fait mener également à un maintien de la souffrance, mais ils sont aussi moins dans la collaboration et se reposent donc aussi moins sur autrui pour s'aider dans les difficultés. Donc dans ces profils plutôt, on va dire, insécures, on a deux profils qui peuvent se dégager. Donc un profil plutôt anxieux, qui va être vraiment caractérisé par des niveaux d'anxiété assez élevés, où la personne va adopter une vision plutôt positive des autres et à l'inverse plutôt négative d'elle-même. Donc en fait avec la crainte que les autres ne l'acceptent pas par exemple ou que les autres ne puissent pas l'aider ou la sensation aussi de ne pas mériter d'être aimé. Donc ça, c'est un premier volet. Puis l'autre profil qu'on peut observer, c'est le profil plus évitant, où là, inversement, on va adopter plutôt une vision positive de soi, mais une vision négative des autres. Donc ça peut être marqué par des niveaux de méfiance, en fait, concernant l'intention d'autrui, qui va être plus importante. Donc avec des pensées du style, ils sont sûrement en train de me juger, il vaut mieux rester seul. Alors, tous ces travaux sur l'attachement, là, on a beaucoup parlé des représentations, donc plutôt des processus, on va dire, cognitifs et émotionnels, mais en fait, ils sont à mettre en lien avec les travaux aussi qu'on trouve en biologie. Et ce que ces travaux ont montré, c'est que ce type d'attachement a aussi un impact sur le plan physiologique, et notamment une
hormone qui va jouer un rôle hyper important dans l'attachement et dans ce sentiment de sécurité, c'est l'ocytocine. Donc l'ocytocine, c'est une hormone qui est synthétisée par notre cerveau, puis qui va être produite par l'hypothalamus, puis qui va passer par l'hypophyse, et puis qui va se diffuser dans tout notre corps. Et en fait, les recherches ont montré que c'est une hormone qui joue un rôle important, notamment dans la qualité de l'attachement, parce qu'on observe des taux élevés d'ocytocine, notamment dans les comportements de bonding. Donc le bonding, ça va être en fait toutes les émotions affectueuses, chaleureuses que, par exemple, une mère peut ressentir envers son enfant lorsqu'il naît. Et donc cette hormone, lors de la naissance, elle va protéger l'enfant, mais aussi la mère de, par exemple, la perception de la douleur. Donc elle va diminuer la perception de la douleur. Mais on sait aussi qu'elle va jouer un rôle plus global dans divers contacts sociaux, des stimuli sociaux, mais aussi physiques. Donc, par exemple, si on reprend la naissance d'un enfant, on sait que elle est sécrétée lorsque l'on a un contact physique, par exemple, lorsqu'une mère a un contact physique avec son nourrisson. Donc, il y a un contact peau à peau, ou lorsqu'elle peut observer son enfant avoir un réflexe de succion. Donc elle va jouer un rôle dans nos comportements en fait prosociaux de manière générale, et puis elle va être aussi importante puisque on observe qu'elle va moduler notre réponse au stress. Donc en fait, elle va nous permettre de être moins réactif au stress, notamment parce qu'elle va en quelque sorte inhiber l'activité de l'amygdale, qui est en fait le lieu de détection des stimuli de menace et de peur. Donc, on observe que les personnes qui ont tendance à avoir des niveaux élevés d'ocytocine ont aussi une tendance à moins ressentir de stress. Donc, c'est une hormone qui va jouer un rôle important. Alors, spoiler alerte entre guillemets, pour ceux qui se sont dit « Ah tiens, ça pourrait être chouette de créer un spray nasal à l'ocytocine », et c'est pas une blague parce que y a ça existe et il y a des chercheurs qui se sont intéressés à ça et les recherches sont encore en cours. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que si vous injectez du spray nasal d'ocytocine dans le nez, vous allez être hyper à l'aise dans vos relations sociales, moins timide et moins stressé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de consensus entre les chercheurs sur cet effet-là en tout cas. Alors, donc l'ocytocine, c'est une hormone qui semble jouer un rôle important, et de fait, il y a plusieurs chercheurs qui donc se sont intéressés à comprendre comment est-ce que cette hormone intervient dans notre système physiologique et quel rôle est-ce qu'elle peut jouer. Et donc, il y a des chercheurs qui ont montré que en fait, elle est associée à un système. Donc à tous ces comportements d'attachement, d'affection, tous ces comportements prosociaux, mais plus globalement en fait qu'elle va être associée à un système d'apaisement et de sécurité interne. Donc ça, c'est le fruit de travaux de plusieurs chercheurs, donc en psycho mais aussi en biologie, qui ont montré que on avait un système qui, lorsqu'il s'active, va nous permettre de nous apaiser, de nous relaxer, de nous détendre, de nous ressourcer. Donc c'est un système qui, lorsqu'il est actif, en fait, on se sent bien et on n'a pas nécessairement l'envie de faire quelque chose ou de faire plus. On se sent juste bien là où on est et on se sent détendu. Alors ces mêmes chercheurs, en fait, ils ont identifié qu'il n'y a pas uniquement ce système, sinon dans notre quotidien, on serait tout le temps apaisé, ce qui n'est pas le cas et heureusement. Mais en fait, qu'on a 3 systèmes. Donc ça, c'est le code couleur qu'on utilise entre chercheurs. Donc j'ai gardé le même code couleur, mais on a toujours le système d'apaisement et d'affiliation qui est en vert. Et puis ils ont identifié qu'on avait 2 autres systèmes. Alors le système qu'on va appeler le système d'impulsion, d'accomplissement, qui est assez proche en fait du système d'excitation, du système de plaisir. Et puis un autre système de régulation qui est le système de détection des menaces. Donc ces 3 systèmes vont jouer un rôle important dans notre quotidien et pour plusieurs raisons. Donc on a déjà un petit peu abordé le système d'apaisement et d'affiliation. On va voir maintenant le système d'impulsion et d'accomplissement.
Donc lui, c'est un système qui est cette fois-ci médié plutôt par la dopamine. Donc la dopamine, c'est cette fois-ci une molécule qui va plutôt nous pousser à agir, qui va nous motiver à faire, à accomplir, à chercher davantage de plaisir en fait. Donc c'est un système qui peut du coup avoir des effets délétères dans le sens où il peut être à l'origine de l'apparition d'une addiction par exemple. Et de fait, il va être en interaction avec notre système de menace puisque lorsque mon système d'impulsion et d'accomplissement n'est pas assouvi, entre guillemets, ça va créer de la frustration, ça va créer de la déception et donc ça va activer notre système de menace. Alors le système de menace, lui, il est plutôt... En fait, quand il s'active, il va activer des émotions plutôt désagréables. Donc de la colère, de la tristesse, de la peur. Mais il est super important parce que sa fonction, c'est de nous protéger. Donc il fonctionne en fait sur l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Donc lui, il a pour objectif d'anticiper tout ce qui pourrait être potentiellement menaçant de fait, il va nous aider à diriger notre attention sur les stimuli de notre environnement qui sont potentiellement dangereux. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il est à l'origine du biais de négativité, donc le biais qui va nous pousser à prendre plus en compte les informations potentiellement négatives ou menaçantes pour nous, au détriment des informations plutôt positives. Donc ce système-là, il a également un rôle important puisqu'il va nous permettre de survivre en fait, tout simplement. Malheureusement, s'il est tout le temps activé, je vais être souvent guidée par le stress, la peur ou la colère. Donc, ce qu'on essaie de faire et ce qu'on va essayer de maintenir finalement dans notre quotidien, c'est une forme d'équilibre entre ces trois systèmes de régulation. Malheureusement, vous en doutez bien que ce n'est pas forcément évident et que pas toujours possible. Et effectivement, ce qu'on observe, alors notamment pour des personnes qui pourraient souffrir de troubles psychopathologiques, c'est qu'il y a un déséquilibre dans ces trois systèmes et notamment une suractivation en quelque sorte de ce système de menace. Donc en fait, qui reflète finalement le système aussi, le sentiment d'insécurité psychologique. Donc si on prend, imaginons l'exemple de la dépression. Dans la dépression, on a des niveaux de tristesse, de souffrance qui sont élevés, donc qui vont refléter l'activation de ce système de menace. On a un manque de motivation, de plaisir, donc qui vont refléter la sous-activation finalement du système d'impulsion et d'accomplissement. Et puis, on a aussi un manque de connexion sociale, un sentiment de vide qui là va être plutôt, qui va refléter la sous-activation du système d'apaisement et d'affiliation. Donc, en fait, si on regarde un petit peu dans la littérature, ce système de détection de menaces, on le retrouve comme étant suractivé et du coup à l'origine du sentiment d'insécurité dans de nombreux troubles psychopathologiques. Donc comme j'ai mis des exemples ici, mais c'est pas du tout exhaustif, mais comme dans la dépression, dans les troubles du comportement alimentaire, les troubles de la personnalité, les troubles anxieux, les états de stress post-traumatique ou les troubles obsessionnels compulsifs. Donc il y a vraiment un enjeu fort, en fait, si vous voulez, à essayer de comprendre comment se forme ce sentiment d'insécurité psychologique et puis aussi comment le désamorcer finalement, comment désamorcer ce système de menace et restaurer un équilibre entre les trois systèmes de régulation. Alors il y a des chercheurs qui ont essayé de comprendre pourquoi est-ce que ce système de menace, ce sentiment d'insécurité psychologique, il est présent dans de nombreux troubles psychopathos. Et ils ont créé un modèle qui pourrait expliquer ça, qui est un modèle qui présente trois processus qui pourraient être à l'origine de ce sentiment d'insécurité. Donc, premièrement, des difficultés à réguler nos émotions. Donc, vous voyez que ça fait du lien, en fait, avec les travaux que je vous ai présentés précédemment. Donc avec une tendance à en fait réguler à la hausse ces émotions plutôt désagréables et utiliser plus de stratégies dysfonctionnelles, donc comme des stratégies d'évitement. Mais également la présence de nombreux biais cognitifs, donc par exemple l'hypervigilance à la menace, donc qui est en lien aussi avec le biais de négativité, ou encore la personnalisation. Et enfin, des difficultés sur le plan relationnel, donc avec une faible réactivité perçue des autres, mais aussi des comportements plus d'isolement.
Donc c'est un peu une triade finalement sur laquelle nous, en tant que psychologues et psychothérapeutes, on essaie de travailler justement pour et qui pourrait nous permettre de diminuer ce sentiment d'insécurité. Alors on a vu que ce sentiment d'insécurité, il va être en partie construit lors d'expériences assez précoces, donc par nos figures d'attachement. Mais heureusement, elles ne sont pas les uniques sources, on va dire, de développement de ce système d'attachement et de sécurité. En fait, ce que les recherches montrent, c'est que ce système d'attachement et donc ces expériences qu'on va faire, elles vont évoluer au cours de notre vie. Donc, au fur et à mesure, toutes les expériences que je vais réaliser dans ma vie vont me permettre peut-être de modifier parfois subtilement ce sentiment de sécurité, mais parfois aussi de manière plus importante. Donc, on sait par exemple que l'expérience d'un événement traumatique peut vraiment bouleverser cette zone de sécurité interne, et donc on peut travailler pour la reconstruire. Donc c'est là où j'en viens au lien avec la thérapie fondée sur la compassion. Puisque ça va être l'objectif en fait de cette thérapie, va être d'essayer de redonner une place à ce système d'apaisement, de sécurité, pour rééquilibrer un petit peu nos 3 systèmes de régulation. Donc c'est une approche psychothérapeutique qui a été développée par Paul Gilbert, donc qui est psychiatre et psychologue en Angleterre. Et lui, en fait, initialement, il avait une formation plutôt de thérapeute comportemental et cognitif, donc plutôt d'orientation TCC. Mais en fait, il se rendait compte au fur et à mesure de ses suivis que même si il travaillait sur la restructuration cognitive, donc par exemple sur le fait de nuancer un peu ses pensées, en fait, ces patients, même s'ils arrivaient à créer de nouvelles pensées, ils y croyaient pas vraiment en fait. Donc je sais que ce que je pense, c'est pas logique et c'est pas vrai, mais en même temps, je me sens quand même pas très bien. Donc il avait des difficultés à permettre à ses patients de ressentir ce sentiment de sécurité à la fois, on va dire, sur le plan cognitif, mais aussi émotionnel et aussi physiologique. Donc, il a développé cette approche psychothérapeutique en s'appuyant sur des travaux issus des neurosciences, de la psychosociale, de la psychoclinique, mais aussi, par exemple, de la psychologie évolutionniste. Donc, son objectif à lui, c'était de pouvoir réinstaurer ce système d'apaisement et de sécurité interne, notamment au travers la compassion. Alors, on va définir ensemble un petit peu ce que c'est la compassion. Pas forcément toujours très clair. En tout cas, la compassion, ce n'est pas une forme de pitié. Donc, on va la distinguer d'une forme de pitié qui peut avoir, en fait, qui peut être assez connotée négativement, qui a une forme un petit peu de condescendance dans la pitié, ou en tout cas, il y a un rapport un peu de hiérarchie. Dans la compassion, on n'est pas dans le jugement, donc c'est ça aussi qui va nous distinguer de ce sentiment. On n'est pas non plus, ou en tout cas pas uniquement dans l'empathie. Donc, dans l'empathie, on a l'empathie cognitive, donc qui va se référer au fait d'essayer d'imaginer ce que l'autre pense ou perçoit de la situation. Puis on a l'empathie affective, donc qui va consister à essayer d'imaginer ce que l'autre ressent. C'est une des dimensions qu'on va essayer de développer, l'empathie, dans la compassion, mais elle n'est pas suffisante en soi, puisque dans la compassion, on verra qu'il y a une dimension d'action. Donc on veut aussi adopter en fait, des stratégies et des comportements qui vont être aidants. On ne veut pas juste essayer d'imaginer ou se connecter à la difficulté. Et enfin, ça c'est vraiment une petite aparté, c'est que souvent c'est confondu aussi, on entend beaucoup parler de compassion dans... le sentiment d'épuisement compassionnel, donc qu'on trouve chez les soignants. Et en fait, si on regarde aussi dans la littérature, le sentiment d'épuisement compassionnel, c'est plus une forme d'épuisement professionnel, parce que les soignants vont être exposés à des situations émotionnellement difficiles et pour lesquelles ils ne sont pas forcément équipés. Alors que ce soit équipé en termes psychologiques, mais équipé aussi en termes matériels, je veux dire, d'équipe aussi et de soutien dans l'équipe. La façon dont on définit la compassion, c'est comme étant une sensibilité à sa propre souffrance et à celle d'autrui, et puis donc l'engagement à essayer de l'atténuer et la prévenir. Donc on voit qu'il y a 2 aspects importants, à la fois de développer
la sensibilité à la souffrance, donc à sa propre souffrance, mais aussi à celle d'autrui. Donc ça va impliquer le fait d'accepter de ressentir des émotions qui ne sont pas forcément confortables, d'accepter aussi, de tolérer aussi certaines émotions, et puis d'essayer de mettre en place des stratégies, des comportements qui vont être aidants et qui vont prendre soin de moi et de mes besoins. C'est aussi en ça que la compassion, elle peut prendre différentes formes. C'est pas forcément être tout le temps gentil, bienveillant, etc. Alors ça peut. Souvent, on prend l'image de Mère Teresa. On peut avoir cette image-là en tête qui vient, mais c'est pas uniquement ça. En fait, parfois, ça peut aussi faire preuve de courage, de détermination, de force. Donc, on peut prendre aussi l'image de plus de Hulk, par exemple. Donc c'est pas forcément qu'un truc bisounours, parce qu'en fait, si on regarde le fait d'accepter, de ressentir certaines émotions, ça demande beaucoup de courage, c'est pas forcément évident, et donc c'est pas forcément facile en fait de faire preuve de compassion. Alors souvent, on est plus outillé et c'est plus simple pour nous de faire preuve de compassion envers les autres. Mais c'est plus difficile d'accepter la compassion des autres ou de se donner de la compassion. Donc on distingue ces trois dimensions-là dans la compassion, et donc on va aussi pouvoir travailler dans ce modèle-là sur ces trois aspects avec les personnes qu'on accompagne. Donc généralement, c'est vrai qu'on va davantage entraîner la dimension d'autocompassion, donc du fait de se donner de la compassion, mais aussi en s'appuyant sur mon expertise et mes compétences en matière de compassion envers autrui. Donc si on regarde globalement, la diapo s'affiche un petit peu mal, mais ce qu'on va essayer de développer autour de la compassion, ça va être plusieurs qualités. Donc par exemple, la sagesse au sens juste de reconnaître que certaines émotions, nos émotions sont éphémères. Donc en fait, que elles sont passagères et qu'elles font partie de la vie. Qu'en tant qu'être humain, on va faire l'expérience en fait de moments difficiles et d'émotions difficiles, et qu'il va falloir les traverser, et qu'on ne peut y échapper. Mais ça va être aussi de développer la tolérance émotionnelle, mais aussi la sympathie, donc l'empathie, on en a parlé, le courage, ou encore le non-jugement. Et pour ça, on va s'appuyer sur plusieurs compétences, donc tant nos comportements que notre capacité à imaginer aussi, donc notre imagination, nos pensées, nos émotions, nos sensations, ou encore notre attention. Donc on va s'appuyer sur toutes ces compétences au service, finalement, de la compassion. Donc le travail qu'on va faire dans cette approche thérapeutique, ça va être un travail autour de la motivation à prendre soin. En fait, c'est vraiment un changement de motivation. On n'est plus motivé par une motivation, par exemple, compétitive, qui va être compétitive envers soi-même ou envers les autres, mais plutôt de prendre soin de soi et des autres. Donc pour ça, on va s'appuyer sur plusieurs outils psychothérapeutiques. Donc, par exemple, la pratique de la mindfulness qui va nous aider à prendre conscience de comment est-ce que je porte mon attention dans mon environnement, mais aussi quelles sont les pensées présentes et comment elles impactent ma façon d'agir ou ma façon de ressentir certaines émotions. On va aussi utiliser d'autres pratiques, comme la pratique de respiration apaisante, que je vais évoquer juste après. Et puis aussi beaucoup de pratiques d'imagerie. Donc là, on va s'appuyer sur notre capacité à imaginer des scénarios notamment, ou des images des personnes, pour nous permettre de contacter cette zone et de ressentir ce sentiment de sécurité. Alors, petit zoom sur la pratique de respiration. Ce qu'on va faire dans cette pratique-là, donc c'est ce qu'on appelle aussi le rythme respiratoire apaisant. Donc en fait, c'est qu'on va s'entraîner à respirer de manière plus lente, plus profonde, mais surtout à expirer de manière plus longue que l'inspiration. Et ça va nous permettre, de cette façon-là, en fait, d'activer notre système parasympathique. Notre système parasympathique, qui est notre système de repos, en fait. Qui, lui, va activer notre nerf vague, qui, lui-même, va nous permettre d'augmenter notre variabilité de fréquence cardiaque et, en fait, d'améliorer notre gestion des émotions, finalement. C'est un marqueur un petit peu de notre capacité à réguler nos émotions. Donc, en cela, ça va nous permettre d'installer un état de calme et d'apaisement sur le plan physiologique.
Donc ça, c'est une des pratiques clés qu'on va utiliser dans la TFC. Et puis, je vous disais qu'on va aussi beaucoup utiliser les pratiques de visualisation. Donc ici, en fait, on va s'appuyer sur notre capacité à imaginer des scénarios, cette fois-ci pas au service de notre système de menace, mais au service de notre système d'apaisement. Donc en fait, au quotidien, ça va peut-être vous parler, on peut avoir facilement tendance à s'imaginer des scénarios catastrophes. Donc visualiser, imaginons demain, je dois faire je sais pas, une présentation dans mon boulot, je peux facilement imaginer le pire scénario qui soit, imaginer que les gens vont pas m'écouter, ou vont rigoler, ou vont penser que j'ai fait du mauvais travail, etc. Si je commence à imaginer cette scène, ça va générer du stress, de l'inquiétude, et donc peut-être que ça me donnera envie de ne pas faire cette réunion, d'annuler, etc. Donc, notre capacité à imaginer, elle peut mener à ressentir des émotions difficiles, mais on peut aussi, du coup, l'utiliser pour développer ce sentiment d'apaisement et d'affiliation. Donc, c'est notamment, en fait, l'objectif de ce qu'on va appeler la visualisation d'une figure d'attachement, donc en fait, une figure aussi qu'on peut appeler de compassion, qui va nous permettre de jouer un petit peu le rôle d'amorce de ce sentiment et de cet attachement sécure. Donc en ça va nous permettre de visualiser une relation sécurisée et donc de faire l'expérience aussi d'être dans ce type de relation, donc d'être aussi dans la compassion, donc d'activer notre système d'apaisement et de renforcer ou de développer notre sentiment de sécurité interne. Alors cette relation sécurisée, on va la travailler en imagination, mais on va aussi la travailler dans la relation thérapeutique. Ça, c'est un des derniers points, il me semble, que je voulais aborder dans cette présentation, puisque la relation thérapeutique, en tout cas dans la thérapie fondée sur la compassion, elle va aussi fonctionner comme lien d'attachement avec la personne qu'on accompagne. Donc, elle va jouer un rôle en fait fondamental dans l'activation de son système d'apaisement. Et on sait aujourd'hui, ça il y a plusieurs recherches qui le montrent, que un sentiment de sécurité dans cette relation thérapeutique va permettre d'améliorer la qualité de l'alliance thérapeutique, qui elle-même va être un prédicteur fort de l'efficacité de la psychothérapie. Donc en soi et en cela, c'est une dimension qui n'est pas à négliger lorsqu'on accompagne quelqu'un. Alors, on peut dire que on a un attachement sécure entre le patient et le thérapeute. En fait, ça c'est un chercheur qui avait décrit en fait 5 dimensions qui permettent de caractériser un petit peu l'attachement dans la thérapie. Donc généralement, lorsque le client ou le patient va considérer que le thérapeute est fort ou sage concernant ses réactions, par exemple émotionnelles. Mais aussi quand il va chercher la proximité du thérapeute sur le plan émotionnel, donc ce qui va aussi rejoindre cette notion de dévoilement de soi qui n'est pas forcément évidente, sur laquelle on n'est pas forcément entraîné aussi en tant que psycho. Il va aussi se sentir... il sait qu'il peut compter sur le thérapeute lorsqu'il se sent menacé. Donc le thérapeute va jouer ce rôle de refuge finalement. Il peut ressentir de l'anxiété de séparation lors de la fin d'une thérapie ou la fin d'une séance. Et c'est tout à fait normal, mais ça aussi, ça se travaille en psychothérapie. Pour permettre justement aux patients de faire ce travail également de généralisation en fait, de ce lien sécure qu'il aura pu établir avec nous, afin qu'il puisse le développer aussi dans d'autres relations. Et donc, ce qui est important aussi, c'est que le thérapeute lui-même ait développé en fait un sentiment de sécurité interne pour lui permettre de fonctionner aussi comme cette base sécurisante. Donc ça, il y a plein d'études aussi qui ont, par exemple, évalué les compétences émotionnelles du thérapeute et qui ont montré que, là encore, elles avaient un lien prédictif fort sur l'alliance thérapeutique et donc sur l'efficacité de la psychothérapie. Donc en fait, ce que ça nous éclaire aussi, ces travaux, c'est que au-delà aussi du modèle psychothérapeutique qu'on va utiliser, l'alliance thérapeutique, donc la connexion aussi émotionnelle qu'on peut avoir avec notre patient est primordiale finalement dans la thérapie. C'était le dernier point que je voulais aborder avec vous.
Et donc, je serais ravie de pouvoir échanger et pouvoir vous répondre si vous avez des questions. Pour les questions, je vous demanderai de me faire signe. J'arrive avec le micro pour ceux en direct. N'hésitez pas. Super. Merci. Bonjour, je me demandais s'il y avait des études qui montraient une différence d'efficacité des ocytocines naturelles et des ocytocines de synthèse par rapport au bonding. Ok, donc tu fais référence à l'anecdote là sur le spray nasal. Alors, j'ai pas hyper exploré ces recherches-là. J'avais regardé parce que je trouvais ça rigolo l'expérience du spray. Donc, il faudrait vérifier, mais à ma connaissance, alors ça dépend sur quoi en fait. Ça dépend quel effet tu vas rechercher et sur quoi. Je suis sage-femme et c'est souvent une réflexion de mes patientes par rapport vis-à-vis du déclenchement ou des accouchements par césarienne et celles qui sont au courant de l'intérêt des ocytocines, du coup, elles sont effrayées à l'idée que n'ayant pas sécrété elles-mêmes leurs ocytocines, il puisse y avoir de conséquences lourdes sur l'attachement avec leur enfant. Ok. Donc là, je préférais ne pas répondre parce que c'est vrai que j'ai pas regardé toute cette littérature, donc c'est compliqué pour moi de répondre à ça. Donc ouais, je pourrais pas répondre à cette question. Merci. Je peux vous demander. Merci beaucoup. Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait des recherches pour des applications en institution, dans des entreprises ou des organisations professionnelles. Des applications sur quoi ou pourquoi? Pourquoi, par exemple, tout à l'heure, vous parliez effectivement des soignants effectivement, qui peuvent rencontrer des problématiques d'épuisement professionnel, ou je pensais à des situations post-licenciement économique où des équipes restent, mais une partie de l'équipe est partie et ça peut générer effectivement des angoisses, de l'insécurité. Donc voilà, c'est une question que je me posais. Est-ce que effectivement cette thérapie de la compassion pourrait être modélisée pour une application en entreprise ? Ok. Alors, en français, à ma connaissance, il n'y a pas d'application. Il y en a qui ont été développées aux États-Unis, en Angleterre, donc qui sont en anglais. Peut-être que ça viendra, à mon avis, il y en a qui vont être créés. Puis on peut retrouver, je pense, aussi pas mal de ressources en termes de pratiques guidées, par exemple, sur les réseaux. Toutefois, j'ai mis quelques réserves dans le sens où il y a des études qui ont montré que ces pratiques, elles peuvent être difficiles en fait en termes d'expérience. Enfin, elles peuvent générer en fait des expériences difficiles pour les personnes qui les pratiquent. D'où la nécessité de pouvoir être accompagné de quelqu'un qui maîtrise en fait ces outils, mais qui surtout va pouvoir débriefer en fait de la pratique avec la personne concernée juste après. Et en fait, c'est aussi le débriefing qui est le plus important finalement. Donc je pense que les recherches sont encore en cours, mais voilà, j'aurais un avis un peu nuancé sur est-ce que ça serait vraiment utile et bénéfique pour la personne de faire ce travail toute seule sur une application. Alors, je pensais même à un collectif, utiliser effectivement cet outil avec un collectif de personnes en détresse ou... Voilà, Okay. Parce que je pensais au programme CARE et je me disais effectivement, il peut peut-être y avoir des applications un peu similaires avec cette approche. Ouais, tout à fait. C'est vraiment les travaux qu'on mène actuellement qui sont assez récents en France. Il y a encore pas énormément de gens qui sont formés à cette approche, même si donc voilà, mes deux collègues Francis Geisen et Pascal Delamillère, eux, forment beaucoup de gens chaque année. Et puis, donc, on est en train de mener ces projets de recherche. Donc, je pense que, voilà, on verra des applications qui vont se diversifier, puis voir le jour, mais c'est pas encore le cas. D'accord. Merci.
Bonjour, alors c'est en lien avec ce que vous venez de dire, parce qu'en fait, la thérapie fondée sur la compassion, c'est un praticien avec un patient, ou est-ce que ça peut être en groupe ? Merci pour la question. C'est vrai que j'avais pas du tout précisé. En fait, initialement, Paul Gilbert, lui, quand il a développé ce modèle, il voulait que ça reste individuel pour pouvoir ajuster la thérapie. Donc, il voulait absolument pas qu'il y ait de protocole, en fait. Mais en fait, pour des besoins de recherche, on a dû monter des protocoles pour évaluer, en fait, et reproduire ces études. Donc, aujourd'hui, on a des protocoles structurés. Donc, on en présente aussi plusieurs dans l'ouvrage qui est ici. Et qui peuvent être du coup réalisés soit en individuel, soit en groupe. Alors c'est vrai qu'à l'hôpital, on va utiliser pas mal le format de groupe, mais on a aussi en format individuel. Merci. Je suis derrière, c'est bien. Bonjour. Je voudrais savoir si ce type d'émotion, avoir des problèmes par exemple avec les parents, peut augmenter le pourcentage d'être par exemple d'avoir addiction par exemple aux drogues, quelque chose comme ça. Ok, alors j'ai juste pas entendu le début de ta phrase, enfin de votre phrase. Donc c'était, est-ce que ce type d'émotion? Oui, pardon. Est-ce que, par exemple, avoir des problèmes avec les parents ou quelque chose comme ça peut causer l'addiction de drogue, par exemple? Ok, alors ça c'est une question super vaste. Car j'ai regardé ça dans une recherche, je voudrais être sûr seulement. C'est difficile d'y répondre. Moi, je me suis vraiment intéressée plutôt sur les compétences émotionnelles des parents et de la façon dont ça va être prédictif des compétences émotionnelles des enfants. Et ça, effectivement, on voit que des parents qui n'ont pas forcément développé des compétences émotionnelles, leurs enfants vont aussi avoir plus de difficultés à gérer leurs émotions plus tard. Donc ça, c'est l'aspect sur lequel je pourrais te répondre. Après, pour répondre à ta question, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de facteurs en fait qui pourraient rentrer en jeu qu'on aurait envie de dire oui, mais pas forcément que ça. Donc, ce serait un peu délicat. Merci beaucoup. Faites-moi signe, hein. Je fais un peu myope. Là-bas devant. Pardon, je ne veux pas passer, voilà. Merci, pas faire. Merci. Moi, j'aurais aimé savoir s'il y avait des études qui montraient si la TFC pouvait être applicable auprès d'enfants qui sont dans le circuit de la protection de l'enfance et qui présentent souvent des forts troubles de l'attachement, avec souvent des échecs thérapeutiques importants. Ok. Alors, c'est une population très spécifique. Donc là-dessus, je pourrais pas te répondre non plus, mais par contre, il y a eu des études sur des populations enfants, donc avec des pratiques qui sont adaptées pour ce public-là aussi, qui montrent des résultats prometteurs, tout en montrant aussi que ces mêmes pratiques pouvaient être difficiles justement pour les personnes qui ont des attachements de type insécure. Autrement dit, les personnes qu'on va cibler en fait avec cette approche-là. D'où l'importance de pouvoir se faire accompagner de professionnels qui sont formés à cette approche-là en fait. Parce ce que les chercheurs ont montré dans certaines études, c'est que ces pratiques d'imagerie, de figures compassionnées, par exemple, elles peuvent générer des niveaux de tristesse, d'angoisse, en fait, assez forts pour des personnes qui n'ont jamais ressenti ce sentiment-là. Donc, il y a vraiment un travail, un accompagnement spécifique, à faire avec ces pratiques-là. Merci. On va rester par là. Merci. C'est bien, c'est groupé. Est-ce que tu as connaissance d'études d'application, merci, de la TFC pour le maintien des acquis ou des bénéfices de la thérapie, notamment dans les thérapies centrées sur le stress post-traumatique? Et est-ce que aussi tu as connaissance de travaux de l'application de la TFC sur les personnes avec un diagnostic de trouble de la personnalité borderline? Ok. Ouais, je suis pas sûre que... Donc, est-ce que j'ai connaissance d'études qui
ont évalué cette approche thérapeutique sur des populations avec des troubles borderline, c'est ça, ou dans le cadre de trauma. Dans le maintien des bénéfices. Dans le maintien des bénéfices pour le trauma. Ok. Alors, il y a quelques études qui, effectivement, ont évalué l'effet de la TFC pour les personnes qui ont fait des expériences de trauma ou sur les symptômes de stress post-traumatique, avec des effets aussi positifs. Sur les troubles de la personnalité borderline, il me semble qu'il y a eu quelques études aussi. En fait, c'est un domaine qui est assez récent. Hein. Donc, on a vu avec Paul Gilbert, il a développé ce modèle assez récemment. Donc, les recherches, notamment dans le milieu de la psychiatrie, sont assez récentes aussi. Donc, il n'y en a pas encore énormément. Mais on a des résultats prometteurs. Donc, ça reste à poursuivre, en tout cas. Puis encore une fois, ça dépend aussi de ce qu'on évalue, quoi. En tout cas, sur la régulation des émotions, ça oui. Merci. Bonjour et merci. J'ai 2 questions en une qui s'intéressent les deux à l'éducation. La première, je ne sais pas si vous pourrez me répondre parce que c'est peut-être un petit peu hors cadre thérapeutique. La première, c'est est-ce qu'il est envisageable de mettre des choses en place, par exemple dans les maternités, comme on fait pour les cours de préparation à l'accouchement, quand on a des personnes qui vont devenir parents, pour faire de la prévention, justement, pour parler de l'attachement, etc., parce que aujourd'hui, il y a quand même énormément de croyances autour du comportement et de la psychologie des enfants, et que peut-être créer un sentiment de sécurité tôt pourrait prévenir beaucoup de problèmes à l'avenir. Et mon autre question, elle porte sur le cadre de l'éducation scolaire. C'est-à-dire que moi, en tant qu'enseignante, je vois énormément d'enfants qui sont bloqués par leurs croyances négatives sur eux-mêmes, justement, qui sont nuls, où on leur a dit... de toute façon, toi, t'es nul en maths, ou t'es ceci, ou t'es cela. Et en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant qu'enseignant pour ramener de la sécurité et donc permettre une meilleure évolution des compétences des élèves ? Ok. Alors, pour répondre à ta première question, donc sur les aspects de prévention, alors, moi, aujourd'hui, une partie de mes travaux s'inscrit dans le champ de la prévention, mais effectivement, je touche pas à cette population-là. Moi, je travaille plutôt là sur les populations étudiantes, adultes, et puis en psychiatrie, mais peu sur les parents ou sur les nourrissons. Donc ça, je pense que d'autres collègues le feront bien mieux que moi, donc comme Rebecca, par exemple. Mais c'est certain, en fait, qu'on peut travailler sur des aspects de prévention, notamment sur en fait les comportements, sur le développement des compétences psychosociales. En fait, c'est aussi tous ces travaux autour de ces compétences-là qui vont permettre de développer aussi ce sentiment de sécurité. Donc j'ai envie de répondre oui pour la première question. Et la deuxième question, j'ai regardé hier, quand je regardais un petit peu la littérature sur le sujet, sur le sentiment de sécurité, j'ai trouvé quelques études qui sont intéressées au sentiment de sécurité des élèves en classe. Je n'ai pas cliqué sur ces études pour les lire, mais je sais qu'elles existent, donc je t'invite à aller les chercher, parce qu'il y en a quelques-unes. Donc peut-être ça pourra répondre à ta deuxième question. Juste une question. Je découvre ça dans le cadre du DU, etc. Donc c'est un peu vraiment une découverte. Mais si je reprends la diapositive sur le développement en fait de l'enfant, donc dès le départ, est-ce que je me trompe en disant que un enfant qui serait avec un développement monoparental ou pire encore, enfin pire, de façon différente, les enfants qui sont avec des parents qui sont sans arrêt sur les écrans, on peut prédire avec ces modèles-là qu'on va avoir des enfants avec un trouble de la compassion ? Alors, c'est un peu plus complexe que ça. C'est vrai que là, on a simplifié ce schéma en se basant uniquement sur les figures d'attachement. Mais en fait, ce qu'on observe dans les recherches, c'est que ces figures d'attachement, elles peuvent être
plusieurs personnes, quoi. C'est pas nécessairement les parents. Par exemple, dans le cadre d'enfants qui seraient dans des familles avec des conflits ou des comportements de violence, etc., les figures d'attachement ne vont plus être les parents, mais vont être d'autres ressources externes. Donc, par exemple, une nounou, un prof, une tante. Donc, en fait, ces figures d'attachement, elles peuvent prendre vraiment différentes formes. Donc, c'est pas, tout ne repose pas non plus sur les parents, quoi. Et le modèle écran, qui est aussi un modèle numérique, quand je vois les travaux qui commencent à sortir sur la fabrique des crétins digitales, etc., est-ce qu'on doit vraiment s'y inquiéter avec ce modèle de compassion ou... Alors là, pour le coup, ça sort vraiment de mon champ d'expertise. Donc, je ne pourrais pas du tout te répondre. Mais peut-être que tu peux aller voir les travaux de Franck Ramu. Il me semble qu'il parle de ça et qu'il en parle très bien. Donc, peut-être que tu pourrais aller voir cette source-là. Je crois que si... Est-ce qu'il y a encore une ou deux dernières questions? Il reste 2-3 minutes. Ah, c'est les mêmes, on est d'accord, vous avez l'un comme l'autre. Est-ce que lire, par exemple, des romans romantiques peuvent régler les émotions, par exemple, ou non? Ok, j'en sais rien. Pas de souci. Je dirais que je dirais plutôt non, parce qu'à mon avis, on le saurait si c'était aussi simple. Peut-être que ça peut aider sur certains aspects, en tout cas, notamment pour développer, j'imagine, le vocabulaire émotionnel, ne serait-ce que ça. Donc peut-être sur certains aspects, oui. J'ai une question sur la partie biologique, parce que quand on parle de système de menace et tout ça, c'est quel organe? Est-ce qu'il y a des parallèles qui sont faits avec la théorie polyvagale sur le fait que c'est le système vagal ventral, vagal dorsal? C'est juste basico-basique. Ok. Alors, selon cette approche-là, ce qu'on observe, c'est qu'on a donc le système sympathique, le système parasympathique. Donc, le système parasympathique, lui, va être plutôt le lieu de repos, de ressources, etc. Puis, à l'opposé, le système sympathique, c'est celui qui va nous permettre de réagir vite. Donc, c'est celui qui s'active en fait dans notre quotidien quand il faut que on réagisse vite à des situations. Donc, c'est celui qui va être activé notamment lors du système de menace. Voilà. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on... Ah, oula, c'est... On déborde un peu, c'est bon pour toi? Ouais. Est-ce que la thérapie basée sur la compassion est un meilleur prédicteur de l'alliance thérapeutique? Alors, elle va dans... Ok. Alors, elle va permettre de travailler cette dimension-là, mais en fait, cette alliance thérapeutique, elle peut se travailler dans plein d'autres approches. En fait, ça dépend vraiment de la posture du thérapeute. Donc, ça dépend, la relation en fait qui va se créer indépendamment en plus du modèle thérapeutique qu'on peut adopter. Merci. Bon je crois qu'on peut conclure. C'est bon pour tout le monde. Merci beaucoup, Marine, pour cette belle